Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin Madame l'ambassadeur de France en Haïti, malheureusement arrivée en fin de mission, pour une entrevue bilan, je dirais, sur la coopération franco-haïtienne. Madame Elisabeth Beton-Doleg est notre invitée ce matin. Bonjour Madame, merci d'accepter d'être avec nous pour cette dernière émission. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis content, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir la possibilité de vous parler, Madame, pour faire le point, notamment sur la coopération franco-haïtienne et ses perspectives d'abord. Mais revenons sur l'actualité. Battez, liberté, égalité, battez. Bah, écoutez, ça a été mon cri pour terminer le discours pour notre fête nationale. Bon, je pense que ça a été aussi la prière de beaucoup de Français, je veux dire, qui attendaient avec passion et fébrilité cette finale. Et puis, vous voyez... On a gagné la Coupe du Monde, voilà, et je pense que c'est évidemment formidable. Peut-être certains auditeurs et téléspectateurs se posent cette question, à savoir, mais qu'est-ce que Wendell est en train de dire? Liberté, fraternité, battez. Alors, c'était le cri. Vous avez bien compris que c'est une petite interprétation de la devise que nous avons en commun, liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est devenu, à la veille de la finale, liberté, égalité, Mbappé. Mbappé, c'est ce petit génie qui court si vite et qui a un si beau sourire. Ah, c'est pas Bappé, c'est Mbappé. Mbappé. Alors, on fête encore cette victoire? On célèbre encore cette victoire? Ouais, écoutez, la France est en liesse. Alors là, je dois dire que la France est en liesse depuis le 14 juillet. On a d'abord eu une très belle, comme toujours, un très beau défilé du 14 juillet sous un ciel de Paris lumineux. Et ensuite, un extraordinaire concert au Champ de Mars. 500 000 personnes qui ont écouté, assis dans l'herbe, des grands interprètes de musique classique et de musique aussi contemporaine. Et un feu d'artifice qui était assez époustouflant puisque... Il était tiré sur la Tour Eiffel et on avait une Tour Eiffel dont on avait l'impression qu'elle se déhanchait au rythme de la musique. C'était assez extraordinaire. Et puis le lendemain, je veux dire, cette magnifique surprise que nous ont fait les Bleus avec cette victoire, une victoire dure, hein, après un match très offensif, je veux dire très où ils ont dû se battre, très combatif, avec une équipe croate d'excellente qualité. Et puis l'accueil sur les Champs-Élysées hier, qui était encore un autre moment de passion, d'enthousiasme, de fête, la fête. Oui, la fête continue. Mais apparemment, il paraît que nous avons du nôtre dans la sélection française. Eh bien oui, il y a un jeune Congolais d'origine haïtienne, voilà, qui est dans l'équipe de France. Et comment on l'a reconnu, comment on l'a identifié? Ben, écoutez, je ne vous prononcerai pas son nom, Fresnel. Bon, j'en resterai là, mais pourquoi on l'a identifié? Parce que c'est lui qui, après les matchs, fait danser l'équipe de France au rythme du compas. Oui. Donc vous voyez, donc, les Bleus sont à l'heure haïtienne. Alors j'ai appris la nouvelle, alors apparemment il le fait de façon régulière. Après chaque match, écoutez, il balance une chanson haïtienne et puis là tout le monde... Mais oui, mais je veux dire, le rythme est là, non? Je veux dire, c'est dansant, donc... Haïti vibre. Donc notre pays était présent. Votre pays était présent et puis, je veux dire, enfin, c'est pas rien d'avoir un joueur dans l'équipe qui gagne la Coupe du Monde. Et donc, ce n'est qu'un début. Vous avez vu, cette équipe, elle est jeune, hein. Elle est bien déterminée à continuer à foncer, je veux dire, dans ce football. Alors, Madame, maintenant, parlons maintenant de la coopération franco-haïtienne et ses perspectives. Et vous êtes à la fin de votre mandat. Vous repartez avec la satisfaction d'avoir réalisé des choses pour votre pays et pour Haïti.
Bien, écoutez, ma plus grande satisfaction quand même, je dirais, elle est au-dessus de la coopération, parce que ma satisfaction, c'est d'avoir passé 3 ans qui ont été marqués par un resserrement des relations politiques entre nos deux pays. Puisque moi, je suis arrivée en mars 2015, et en mai, donc quelques semaines plus tard, c'était le président de la République, François Hollande, qui atterrissait à Port-au-Prince pour une visite, qui était la première visite officielle d'un chef d'État, puisque M. Sarkozy, lui, était venu très rapidement pour témoigner de la solidarité au moment du séisme. Donc ce n'est pas rien, je veux dire, recevoir son président de la République. Et je pense que donc c'était un moment déjà très fort. Et je pars, si vous voulez, en ayant eu aussi la satisfaction de pouvoir accompagner le président Jovenel Moïse à Paris, où il a été reçu par un autre président, le président Emmanuel Macron, donc 2 présidents en début de mandat, et ce, à l'occasion d'une invitation qui lui avait été spécialement adressée à Haïti sur le sommet One Planet, qui était un sommet sur l'environnement et le développement durable. Donc je pense que j'ai commencé avec un président, si je puis dire, j'ai terminé avec un autre président, et ça je pense que c'est quand même à souligner, parce que c'est un signe de la constance de notre amitié. Et puis j'ai eu aussi la chance, je dirais la triste chance aussi, d'accueillir le ministre des Affaires étrangères, M. Ayrault, après le cyclone Matthew, en décembre 2016. Donc au fond, moi j'ai passé 3 ans et demi sous l'égide de 3 présidents, et chaque fois il y a eu une visite de haut niveau qui montre bien que les relations, que la France est constante dans ses relations avec Haïti, et que nous avons des relations d'État à État, c'est-à-dire qui ne sont pas personnalisées avec tel ou tel président, comme ça doit être. Donc on s'inscrit dans la continuité. Alors j'ai peut-être un petit regret, mais ce n'est qu'un petit regret, c'est que j'aurais beaucoup aimé accueillir notre ministre actuel de l'Europe et des Affaires étrangères pour inaugurer la nouvelle ambassade de France, mais ce sera mon successeur qui aura ce privilège. Il y a eu un certain nombre de promesses faites à Haïti. Où est-ce que l'on en est? Les promesses faites sont tenues. Que ce soit lors du passage du président Sarkozy, de François Hollande, il y a eu des promesses. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Alors peut-être on va traiter les 2 sujets séparément. S'agissant de la reconstruction post-séisme, eh bien, on a aujourd'hui 2 grands sujets, si je puis dire, sur la table. Il y en a un qui suit son cours, qui a pris pas mal de temps parce que c'est difficile. C'est la réhabilitation des quartiers de Martissan et Bayargeau. Donc ça, c'était le premier projet phare qui est conduit en liaison avec l'Union européenne et avec Focal. Et qui à la fois avait vocation à être aussi un modèle, un pilote d'une remodélation d'une zone urbaine. Si vous allez à Martissan ou à Bayargeau, vous verrez les réalisations. Tout ceci avancé, c'est à la fois bien sûr des services collectifs qui sont offerts à la population, mais c'est aussi un appui à l'autoconstruction, et puis tout ça avec un très gros travail de sensibilisation, intégration des collectivités, des communautés. C'est ce qui est confié, à Focal, mais avec aussi des travaux d'infrastructure lourds, puisque il y a une voie qui est déplacée et élargie. Donc ça, je dirais, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la reconstruction de l'hôpital universitaire général de Port-au-Prince. Donc là aussi, ça, c'est un projet qui est mené avec l'État haïtien et avec les États-Unis. C'était le schéma d'origine et c'est celui qui se développe. Et bien aujourd'hui, vous avez un grand hôpital qui va être un hôpital totalement aux standards mondiaux, qui est en fin d'achèvement, dont la construction est en fin d'achèvement. Je vous invite d'ailleurs à aller le visiter parce que c'est assez impressionnant. On a une espèce de grand paquebot qui est donc sur la place à côté de la place du Champ de Mars.
Et donc là, il y a un défi. Le défi, c'est d'achever la construction. Donc ça, c'est l'horizon l'année prochaine. Et puis de mettre en service cet hôpital, ce qui implique bien sûr un très gros travail collectif, hein, franco-haïtiano et américain aussi, pour en faire un hôpital de référence qui fonctionne, qui offre à la fois des soins de qualité avec un plateau technique équivalent à ce que vous trouvez dans la zone. Il est normal qu'un pays comme Haïti, de 12 millions d'habitants, ait un hôpital de référence aux normes internationales, ce qui évite aux gens, en cas de catastrophe, soit s'ils ont les moyens de partir à l'étranger, soit de faire avec les moyens du bord. Bon. D'autre part, eh bien, cet hôpital, il va falloir évidemment le mettre en service et donc trouver le bon modèle de gestion, le bon modèle économique. Et c'est une chose, et c'est évidemment un défi qu'on a, que la France devra relever avec l'État haïtien, qui est parfaitement conscient aujourd'hui du sujet, hein, et de l'urgence qui s'attache à définir ensemble un schéma de fonctionnement et bien sûr, parallèlement, un plan d'accompagnement, formation du personnel médical, paramédical, logisticien. Et ça sera le projet phare, mais inauguration 2019. L'environnement, le président Macron a fait des promesses aussi. L'éducation, c'était François Hollande. J'aime pas tellement ce terme de promesse que vous employez. Je veux dire, on a pris des engagements sur la base de réciprocité, si vous voulez, hein, sur la base d'accords de passer avec les gouvernements haïtiens. Je mets un pluriel puisqu'il y en a eu plusieurs. Hein, donc, j'aime pas tellement ce terme de promesse parce que promesse, ça fait un peu, vous savez, comme Père Noël, on fait la promesse qu'on va vous donner ceci. On n'est pas du tout dans une logique de promesse, nous. Hein. On est dans une logique de partenariat pour essayer de faire des choses utiles qui répondent aux besoins tels que définis par le gouvernement haïtien. Donc pour ce qui concerne, je dirais, un plan de long cours, on n'est pas dans le projet, on est dans un plan de long cours, eh bien un des acquis, je dirais le principal sur le plan de la coopération de la visite du président Hollande. Le président Hollande a dit, main dans la main avec Michel Martelly, le président de l'époque, on va recentrer notre coopération sur l'éducation. Et je pense que c'était salutaire, bienvenu. Et c'est ce qu'on a fait avec un plan de 5 ans qui a été élaboré à l'époque avec le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, qui est le noyau dur, hein, la colonne vertébrale, si je puis dire, parce que ça agrège aussi d'autres acteurs, et notamment le réseau français culturel et d'enseignement, puisque nous sommes présents ici, comme vous le savez, avec un institut français, un lycée français et 5 alliances françaises. Donc l'idée, c'était bien d'avoir une approche intégrée. Donc ce plan, il est en cours. Il a un volet important, partenariat ministère de l'Éducation, hein, avec axé sur la qualité de l'éducation. Hein, nous ne sommes pas des bâtisseurs, nous ne reconstruisons pas des écoles, ce n'est pas notre vocation. Hein, nous sommes sur tout ce qui est la formation, les échanges de bonnes pratiques, les curricula, les choses comme ça. Ça a toujours été notre façon de faire, sachant qu'il revient à d'autres, la Banque interaméricaine du développement, la Banque mondiale, de construire. Donc on a un volet éducation qui aide à améliorer la gouvernance du ministère des Affaires, de l'Éducation, ça c'est en cours, et à améliorer les curricula des parcours de formation, hein, c'est-à-dire on met mettre de l'ordre et organiser. Et puis l'autre volet important, c'est la formation professionnelle. C'est la formation professionnelle, et là on a un spectre assez diversifié, puisqu'on a commencé par l'appui à l'Institut national de formation professionnelle, l'INFP, la création de filières qui répondent à des besoins, une filière eau. Vous me parliez du développement durable, et ben, l'eau,
c'est évidemment un enjeu stratégique. Donc il y a une filière eau, il y a une filière électromécanique, et ceci se fait donc avec le centre de formation de l'Institut national de formation professionnelle à la SONAPI. Donc ça existe, ça a été signé en 2015, ça fonctionne, c'est sur les rails. Et puis on a d'autres volets de formation professionnelle, et on vient de signer très récemment, enfin l'Agence française de développement, puisque c'est elle qui est opérateur, a signé tout récemment avec le ministère des Finances un projet sur formation professionnelle en milieu rural. Donc là aussi, vous voyez, milieu rural, on est bien dans les priorités du chef de l'État, et tout ceci s'est fait bien sûr en partenariat avec les institutions concernées, parce que l'Agence française de développement, qui est notre principal opérateur en matière d'aide au développement, elle a pour vocation de travailler avec l'État. Elle fait avec l'État et elle fait aussi, deuxième orientation, chaque fois que c'est possible, en partenariat avec d'autres bailleurs, l'Union européenne au premier chef, puisque c'est notre famille, mais aussi d'autres. Ça, c'est un peu cette idée que seul, on fait moins bien qu'à plusieurs, et qu'évidemment, il y a un effet d'échelle, bien sûr, mais il y a aussi un effet de cohérence. Là, voilà pour l'éducation. Et donc, ce plan suit son cours. Il suit son cours. À côté de ça, il y a des actions qui vous interpellent peut-être plus, puisqu'on a fait un feuilleton radiophonique en français sur l'apprentissage du français créole, qui s'appelait « Le trésor caché des Lamayotte », qui a largement été diffusé. Alors je ne sais pas si on fera une version 2, ça relèvera de la suite, mais qui était quelque chose qu'on avait fait à la fois avec l'université, avec des professionnels de la radio, et qui était un apprentissage du français en partant du créole, et en même temps une découverte du pays, puisque c'était une histoire de petits-enfants qui se promenaient dans tout le pays. En même temps, c'était de l'histoire, de la géographie, de la culture. Ça, c'est une chose. Et l'autre élément sur lequel on travaille, c'est l'introduction du numérique. Il est évident qu'au XXIe siècle, il faut mettre du numérique qui permet un accès évidemment beaucoup plus large sur son téléphone au cours de français. Ça, on n'y est pas encore, mais ce qu'on a fait, et là j'en suis très très heureuse, on a mis au numérique nos 5 alliances, c'est-à-dire un jeune qui va dans l'alliance des Cailles ou à l'alliance de Jérémie, il va pouvoir entrer, il va pouvoir se retrouver devant des ordinateurs, avoir accès à des banques de données françaises, va pouvoir prendre des cours en ligne, et puis pouvoir être connecté et suivre des cours qui de plus en plus font appel évidemment au numérique. Donc ça, je pense que c'est très important. Et quand on parle d'éducation, pour nous, l'éducation, c'est un continuum, c'est-à-dire on ne peut pas parler d'éducation primaire et secondaire sans parler d'université et sans parler de recherche. Et parce qu'évidemment, si vous voulez des professeurs formés, il faut bien que quelqu'un les forme, donc c'est le rôle de l'université. Et si vous voulez pouvoir autonomiser, je veux dire, votre propre développement, il faut aussi que vous ayez des ressources locales, nationales, je veux dire, qui fassent une recherche qui correspond aux besoins de votre pays. Donc on travaille aussi sur ces axes-là, toujours avec notamment cette idée de développer le numérique, c'est-à-dire les cours en ligne avec une assistance présentielle, sur place, parce qu'on ne pouvait pas non plus tout faire en ligne. Et on a mis aussi l'accent sur le développement des partenariats en matière de recherche. Alors, c'est pas facile, parce que il y a une grande pénurie de moyens ici dans l'université haïtienne, mais vous avez en même temps quelques pôles d'excellence. Et l'idée, c'est d'arrimer ces pôles à des partenariats qui permettent des mobilités de chercheurs, d'étudiants, parce que Haïti doit être complètement connecté, je veux dire, à la communauté des savoirs. Ça, c'est une nécessité pour avancer. Et nous pensons, nous, Français, que nous pouvons apporter, de par les liens que nous avons, les partenariats universitaires, il y en a une 30aine qui sont actifs,
que tout ça, si on arrive à mettre tout ça en synergie et en réseau, eh bien évidemment, on a des effets démultiplicateurs qui jouent. Ça a été un peu, sur le plan de la méthode, hein, ça a été un peu la méthode que nous avons suivie tous ensemble, c'est-à-dire essayer de faire une équipe franco-haïtienne qui dépasse très largement le cadre de l'ambassade, qui commence déjà à bien s'articuler avec notre réseau culturel et d'enseignement, que j'ai nommé, notre réseau public. Hein, c'est un réseau qui est financé par la France, et que nous sommes les seuls à avoir ici dans ce pays. Nous sommes donc fiers de l'avoir, mais il faut le faire vivre, hein, et le faire rayonner. Et puis tous les partenaires franco-haïtiens qui participent à un titre ou un autre de la coopération. Et là, je mentionnerai en particulier les collectivités territoriales. On pourra y revenir parce que ça fait partie aussi des avancées significatives de ces 3 ans, mais aussi les associations qui travaillent avec Haïti, et en particulier celles des Antilles françaises, qui sont quand même vos sœurs par l'appartenance au bassin Caraïbe, et puis vos voisines. Merci Madame l'ambassadeur. Nous allons observer la pause. Au retour, on verra un certain nombre de points. Par exemple, étant donné que vous préférez le terme engagement au terme promesse, et pourquoi ne pas revenir sur les engagements dans le cadre des engagements pris par le président Macron lors du sommet de décembre dernier sur l'environnement. Et puis, il y a également vos commentaires sur les derniers événements. Pourquoi les grandes multinationales françaises ne sont pas trop présentes en Haïti? On verra tout cela avec vous au retour. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, madame l'ambassadeur de France en Haïti, madame Elisabeth Beton-Doleg. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'argent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que madame Elisabeth Beton-Doleg est avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Alors, revenons à la question posée avant la pause. Je dirais, c'était un rappel, quand même, puisque la question avait été déjà formulée sur les engagements. Alors, les engagements. Bon, alors je voulais dire engagement, reconstruction. Je veux dire, le grand défi, c'est l'hôpital. L'hôpital, c'est un engagement très lourd. Bon, donc, il faut aller jusqu'au bout, il faut réussir. C'est un très beau défi commun. Le deuxième, le plan, ce que j'appelle le plan à 5 ans, éducation, formation professionnelle, recherche, il est en cours. Le président Macron a rappelé qu'il serait intégralement réalisé. Donc, on y travaille, évidemment avec les hauts et les bas, si vous voulez, qui ont été liés à l'instabilité ministérielle pendant ces 3 ans. Ça n'a pas aidé, même si, et je tiens à le dire, il y a toujours eu des fonctionnaires impliqués sur ce projet au sein du ministère. Et puis, s'agissant de la première visite en France du président Jovenel, il y a eu effectivement un engagement en termes d'environnement auquel, pour l'instant, il n'est pas donné suite, compte tenu de la nécessité de trouver
un terrain d'entente, je veux dire, avec les équipes haïtiennes, je veux dire, sur ce sujet-là. Il n'a pas été totalement trouvé. Donc le projet, pour l'instant, a été mis en sursis. Voilà. Pas en veilleuse. En veilleuse, oui, comme vous dites. Oui, c'est mieux, oui, en veilleuse. Il a été oui, on a sursis, oui, c'est un verbe difficile sur soi, à ce projet, parce que, je le répète, nous ne sommes pas là pour promettre et faire nous-mêmes, nous sommes là pour travailler ensemble. Donc quand on ne trouve pas la bonne zone de convergence, il vaut mieux s'arrêter et puis reprendre plus tard sur des bases qui sont partagées. Avez-vous enfin compris Haïti, madame? J'aurais pas la présomption de vous répondre oui. Je l'ai dit et je le redis, Haïti, c'est une très grande leçon d'humilité. C'est une très grande leçon d'humilité parce que ce pays est très complexe. Il vous oblige à réviser vos grilles de lecture. Il vous oblige tous les matins à vous dire, mais si on fait ça, est-ce que vraiment ça va avoir des résultats? Comment faut-il faire? Est-ce que cette façon de faire est meilleure que celle-là? Avec quel acteur? Qu'est-ce qui va se passer quand justement il n'y aura plus l'argent du projet qui va venir l'irriguer? Comment va-t-il être pérennisé? Donc je répète, grande leçon d'humilité. Et que l'on revoit, qui ressort, si vous voulez, dans ce débat sur l'efficacité de l'aide, sur comment faire, est-ce qu'il faut passer complètement par l'État, est-ce qu'il faut passer par les ONG, est-ce qu'il faut passer par les collectivités, par d'autres collectivités, est-ce qu'il faut vous tous centraliser, partir de Port-au-Prince en pensant que ça va irriguer les provinces. Tout ça, c'est des questions. Donc, on a la chance de débattre dans le groupe de concertation des bailleurs, qui est une grande avancée. Je veux dire, moi, je dois dire que c'est très, très utile de pouvoir se réunir sur des sujets particuliers et débattre des expériences des uns et des autres, parce que personne n'a la vérité ici. Et puis, c'est aussi, je veux dire, un pays qui ne se livre pas facilement. Et je dis toujours, et je le dis toujours d'ailleurs à mes amis en France, notamment ceux qui travaillent au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je veux dire, vous ne pouvez pas regarder Haïti avec les mêmes lunettes que celles dont vous regardez la France ou l'Europe. Il faut changer de lunettes. Et pourquoi? Parce qu'Haïti, c'est plus compliqué Mais parce que les lunettes, on est sur une réalité qui est complètement différente. Je veux dire, nous avons aujourd'hui dans notre ADN le respect des normes, des institutions fortes, la peur du gendarme. Nous estimons comme acquis le fait d'avoir une éducation gratuite et de qualité, de pouvoir pousser la porte d'un hôpital et être soigné sans avoir à donner de l'argent au départ. Tout ça, c'est ce qui a été l'acquis, je veux dire, de nos pays et de nos grandes démocraties occidentales et riches. Bon, ici, c'est totalement différent. Donc, par définition, je veux dire, je crois que ce qui frappe ici, c'est la capacité de l'haïtien à se débrouiller tout seul dans un univers de difficultés. Bon, ce qui frappe aussi, bien sûr, c'est une vérité d'évidence, c'est la faiblesse des institutions. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je veux dire, quand on dit il faut arrêter les gens, il faut les traduire en justice, etc. Oui, mais concrètement, est-ce qu'on peut le faire? Dans quelles conditions? Vous voyez, il faut faire ce discours sur, on va dire, ce discours sur la démocratie, il est à manier en tenant compte des réalités locales. Dire, ce désintérêt de la population, ce divorce avec la politique, bon, est-ce que c'est juste la conséquence en Haïti d'un phénomène assez généralisé dans le monde, hein, ou est-ce que c'est beaucoup plus profond? Bon, la réponse, il faut aller la chercher dans l'histoire récente, dans l'histoire plus ancienne, et ainsi de suite. Pourquoi de tels clivages entre le pays, entre Port-au-Prince et le pays d'en dehors?
Bon, il faut aller la chercher là aussi dans l'histoire et puis dans les mutations de cette société. Je veux dire, aujourd'hui, un Haïtien sur deux vit en zone urbaine. C'est-à-dire que la grille de lecture qui était valable il y a 30 ans, je veux dire, sur cette séparation ville-campagne, elle est plus valable. Bon, mais là, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Donc, pour vous revenir à votre question, un pays très complexe, un pays où l'histoire pèse, et un pays pour la jeunesse, c'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui a 30 ans, qu'a-t-il connu aujourd'hui? Il a connu un système éducatif défaillant, largement défaillant. Il a connu beaucoup de désordre, et il connaît, il vit, si je puis dire, avec des institutions faibles, sans imaginer, sans doute, qu'il puisse en être autrement. Sans imaginer que tous les matins, il y a un camion-benne qui vient ramasser vos ordures, que vous devez faire attention et ne pas jeter vos sachets d'eau n'importe où, que vous allez aller à l'école et que l'école vous devra des comptes, si je puis dire, sur l'éducation de votre enfant, que si vous allez avoir un problème, comme je dis, vous allez pouvoir trouver un médecin ou entrer dans un hôpital et être soigné normalement. Tout ça, c'est des choses, je le répète, c'est ça que je dis, ça c'est les lunettes occidentales. Les lunettes haïtiennes, c'est pas ça. C'est que si j'ai un problème, je vais globalement essayer de m'en sortir tout seul avec l'aide de mes voisins, avec l'aide de quelqu'un qui va m'aider, ou je ne m'en sortirai pas, je dirais. Et je crois que c'est aussi la grande leçon, pour moi, c'est la grande leçon d'Haïti, c'est la force des hommes et des femmes dans des situations qui sont des situations extraordinairement difficiles, de précarité extrême. Cette notion de précarité. Nous sommes dans du confort, je veux dire, dans nos pays. Ici, vous êtes dans la précarité. Et cette précarité pèse, parce que cette précarité fait évidemment que quand votre problème, c'est de savoir comment vous allez faire manger votre famille aujourd'hui, mercredi, quand c'est votre problème, eh bien, évidemment, vous ne pouvez pas vous projeter pour savoir comment vous voyez votre avenir, comment vous voyez l'avenir de votre pays, comment vous pouvez participer à son développement, parce que votre urgence, elle est là. Dites-nous, Madame l'ambassadeur, pourquoi malgré tous ces problèmes, cette précarité, ces lunettes occidentales utilisées pour voir Haïti, pourquoi... Non, ces lunettes qu'il faut changer, je dis. Je ne dis pas des lunettes occidentales, je suis en train d'expliquer. Oui. Alors, ce que je veux dire, malgré tout ces problèmes, certains étrangers se sont souvent montrés intéressés par Haïti, ou encore attirés même. Parce que Haïti, c'est fascinant. D'abord, ça renvoie aussi à ce que je dis, à la force des hommes. Je veux dire, vous avez une richesse humaine dans ce pays incroyable. Je veux dire, et une créativité dans tous les domaines, évidemment les arts, et nous sommes très heureux de cette... là, nous ne sommes même plus dans une complicité, nous sommes dans quelque chose... une relation extrêmement forte, si vous voulez, et nous sommes très heureux que la France soit toujours un point d'entrée pour les artistes. Nous sommes très heureux ici, avec l'Institut et les alliances, d'être là pour promouvoir les jeunes talents, et nous sommes évidemment absolument ravis quand on voit le nombre d'auteurs français, haïtiens qui remportent des prix, et pas les moindres. Hein. Je vous signale... parce que j'ai trouvé ça très, très, très émouvant, que le premier prix Jean d'Ormesson est un académicien qui est décédé l'année dernière, et il y a eu un prix, et le premier prix, il a été décerné à un autre auteur haïtien décédé, Jacques-Stéphane Alexis. Moi, je trouve que ça, c'est absolument merveilleux et plein d'émotions. Je suis fascinée de voir que Yannick Lahens va prendre... début 2019, la chaire de littérature francophone au Collège de France. Le Collège de France, c'est ce qu'on fait de mieux, si vous voulez, en matière de recherche et d'intelligence.
c'est formidable, je veux dire, d'avoir naturellement, Madame Lahens n'a pas été choisie parce qu'elle était haïtienne, elle a été choisie parce que c'est une grande écrivain, et ainsi de suite. Donc là, on a une familiarité formidable, et je pense que tout ce potentiel-là, parce que là, on parle de grandes figures de proue, mais quand on voit ce qu'écrivent les lauréats de concours de nouvelles organisés par Gary Victor, moi j'ai reçu ces jeunes à la résidence, c'est des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, vous dites, les écrivains de demain, mais de demain, c'est-à-dire des années à venir, ils sont là. Et en même temps, les observateurs de cette société, de leur pays, ils sont là. Pas la peine de faire venir des experts pour expliquer comment fonctionne le pays, ses points faibles et ses points forts. Il faut lire leurs nouvelles. Donc vous voyez, tout ça pour dire que ceci n'appartient, c'est pas un patrimoine, c'est un patrimoine vivant et c'est un patrimoine qui se renouvelle. Et je pense que Haïti aurait tout intérêt, je veux dire, à valoriser ces hommes et ces femmes qui sont vraiment des ambassadeurs et des ambassadrices de la vitalité de leur pays. J'ai eu la possibilité d'écouter avec attention le discours que vous avez prononcé pour célébrer la fête de votre pays. C'était à Montana. Et vous avez évoqué la gravité des événements ayant bouleversé le pays au cours du week-end 6, 7, 8 juillet dernier. Vous les avez qualifiés de graves. Est-ce qu'on peut revenir sur vos propos? Je ne pense pas avoir délivré un scoop en disant que ces événements étaient graves, parce que moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu, c'est quand même une capitale en état de choc pendant 48 heures. C'est des collègues bloqués en province ne pouvant pas rentrer. Donc je crois que c'est juste une constatation, oui, de ces événements, et ces événements étaient graves, et c'est... Je répète, dire que Haïti vient de passer une très longue période de gestation électorale qui a permis de remettre sur pied des institutions, donc une stabilité institutionnelle, que cette stabilité institutionnelle, il faut qu'elle soit préservée parce que c'est un bien précieux, parce que dans l'instabilité, on ne fait rien. On ne peut pas faire de politique, on ne peut pas faire venir des investisseurs, on ne peut pas faire venir des touristes, ça c'est clair. On ne peut pas non plus s'occuper des problèmes du pays et de la population. Donc cette stabilité, d'un seul coup, elle a été ébranlée, je veux dire, par cette inflammation soudaine et brutale. Donc c'est exactement comme quand vous avez une éruption de fièvre. Vous avez deux solutions, soit vous dites c'est rien, au risque de quelques semaines plus tard de retomber et d'être malade beaucoup plus gravement, ou vous dites attention, poussée de fièvre, pourquoi comment calmer la fièvre, première chose, et deuxièmement, qu'est-ce que c'est ça? Quelle est la cause de cette fièvre et comment la traiter? Voilà, c'est très simple. Est-ce que la démission de Jacques-Guy Lafontan comme Premier ministre à la suite de ces événements va dans le sens des attentes de la communauté internationale? Attention, la communauté internationale, c'est pas elle qui gère Haïti, et la communauté internationale, d'ailleurs vous avez vu, elle s'est prononcée, elle n'a pas à dire si il faut que telle ou telle mesure politique soit prise. Moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu des messages convergents venant de corps organisés du pays, et très largement, qui appelaient à des mesures, à tirer les enseignements immédiats de ce qui s'était passé, et donc à des mesures, des ajustements politiques, et qui appelaient dans le même temps, n'oublions pas, il y a deux éléments, et qui appelaient dans le même temps au dialogue et à la concertation, pour effectivement trouver des réponses de façon consensuelle aux problèmes du pays. Je crois l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Un autre sujet, Madame l'ambassadeur, il y a eu des visites de prospection réalisées par des hommes d'affaires français en Haïti. Avez-vous une idée des retombées? Sinon, pourquoi? Alors, reprenons le fil du raisonnement, si vous voulez bien.
pas extrêmement évident d'organiser, de faire venir, d'attirer des investisseurs ou des partenaires, hein, parce qu'on parle toujours d'investissement, mais on peut aussi travailler avec Haïti, je veux dire, sous d'autres formes, pendant toute cette période de crise électorale. Ça, c'était salé de soi. Mais d'une part, je veux dire, pendant toute cette période, nous avons veillé et nous n'avons à ce que la communauté économique française ici, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas d'entreprise, moi on en a recensé 45 et moi je tiens, tous les trimestres, je tenais un conseil, ce qu'on appelait un peu pompeusement, un conseil économique, c'est-à-dire que je mettais tous les Français ou franco-haïtiens autour de la table et on discutait des problèmes économiques. Bon, si j'avais eu personne en face de moi, je n'aurais pas tenu de conseil économique et j'ai tenu, moi, mes conseils économiques très régulièrement pendant ces 3 ans, comme j'ai eu une relation très étroite avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-haïtienne. Bon, donc à partir de là, si vous voulez, le frémissement est venu, c'était très clair, hein, il est venu en 2017, enfin en 2016, hein, mi-2016, parce que quand je suis rentrée à Paris, parce qu'un ambassadeur, quand il rentre à Paris, a toujours ce qu'on appelle du speed dating, c'est pas très français, je m'en excuse, mais c'est comme ça, c'est-à-dire on a une séance de rencontre rapide avec les entreprises qui ont envie de venir. Donc vous asseyez comme ça, là comme on est tous les deux, et puis vous avez, les gens ont un quart d'heure, c'est tous les quarts d'heure, vous faites votre speed dating. Bon, moi je me suis jamais trouvée dans un coin au fond de la classe, parce que tous les ambassadeurs sont là, hein, à attendre le client, si je peux m'exprimer trivialement. J'ai toujours eu des sociétés qui sont venues me voir, souvent des jeunes sociétés, beaucoup dans l'énergie renouvelable, le développement durable. Donc, si vous voulez, ça c'est le volet, on va dire, français. Nous avons organisé une mission d'hommes d'affaires qui a eu lieu en juin 2016, qui était couplée avec la première foire franco-haïtienne organisée au Caribé par la Chambre de commerce. Eh bien, je ne sais pas si vous avez eu le loisir d'y aller, mais je dirais, il y avait de très nombreux stands, on avait plus de 40 stands. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire oui, il y a une présence économique française. Si vous me demandez si nos échanges commerciaux sont bons, je vous dirais non. Nous avons peu d'échanges commerciaux. Nous espérons un jour que l'accord de partenariat économique avec l'Europe sera signé, ce qui permettra d'ouvrir, mais aujourd'hui nous avons peu d'accords commerciaux, mais nous avons une vraie présence économique ici. Alors, pour rentrer plus précisément dans le vif du sujet, moi j'ai vu, pendant que j'étais là, et j'ai participé à l'arrivée de grands groupes, Bolloré sur les transports, en partenariat privé-privé, Vinci sur de l'électricité et l'environnement, ça sur des projets appuyés par la Banque interaméricaine de développement ou la Banque mondiale, et le développement de Raselbeck, je veux dire, société française qui fait notamment la RN3, mais aussi les travaux de l'aéroport. Bon, je dis bravo, je suis contente, parce qu'il faut avoir toujours des locomotives qui tirent les autres. Et puis, il y a toute une série d'entreprises aussi qu'on ne voit pas, qui sont souvent des PME qui, elles, sont sur ces secteurs que j'ai mentionnés, souvent du secteur de la prestation de services, ou des contrats qu'ils obtiennent sur l'irrigation, Canal de Provence par exemple, qui travaillent de façon constante depuis des années ici. Mais vous ne les voyez pas, si vous voulez, s'afficher, faire des sommets, ceci, cela. Ce sont des habitués d'Haïti. Nous avons aussi, et ça c'est le point qui me satisfait aussi, nous avons un nouvel intérêt, un nouvel appétit des petites et moyennes entreprises des Antilles françaises. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, c'est aussi un résultat d'un autre événement qu'on a tenu et qui a été réussi, qui était les rencontres entre maires haïtiens et collectivités territoriales françaises. On appelait ça les assises de la coopération décentralisée en décembre 2017. Et là, on a quand même eu 1000 personnes pendant 2 jours et tous les maires d'Haïti. Il y a eu, si je puis dire, des retrouvailles aussi. Et beaucoup de collectivités antillaises
sont allés sur le terrain et ont vu les potentialités. Et ça, c'est un effet d'entraînement. Donc ça a développé les partenariats, et je crois que c'est fondamental parce que ce pays doit passer par la décentralisation et le développement local. Hein. C'est une clé pour développer le pays au sens large. C'est une clé aussi pour avoir un renouvellement de la classe politique avec ces maires qui sont au plus près des besoins du pays. Mais c'est aussi... on est là aussi dans une coopération utile. Si vous voulez, les maires d'Haïti demandent comment ils ont besoin aussi de partenariats économiques. Aujourd'hui, les Français ont un beau bâtiment comme ambassade. Mais je vous invite à le visiter. Oui, nous avons, nous aussi, nous avons, à notre modeste niveau, participé de la vie économique, puisque nous avons fait travailler pendant 2 ans plus de 100 ouvriers haïtiens, bien sûr, sur ce chantier, plus des équipes locales, hein, en termes de supervision, architectes locaux notamment. Donc, oui, et puis nous sommes fidèles à notre présence sur le Champ de Mars, parce que nous croyons dans la revitalisation du Champ de Mars. D'ailleurs, on la voit petit à petit. Hein, en 3 ans, on a vu des modifications significatives. Bon, il y aura le grand hôpital à 250 mètres aussi. Eh bien, nous sommes heureux d'être restés là où nous sommes. Et vous allez quitter Haïti cette semaine, si je ne m'abuse, dimanche prochain. Et vous avez dit également que vous êtes tombée amoureuse, vous êtes tombée en amour pour ce pauvre petit pays. Quel souvenir garderez-vous de votre séjour? Ce pays trop riche pour être pauvre. Ce pays trop riche en ressources humaines, en hommes et femmes pour être pauvre. Je préfère ça. Vous préférez? Oui. Alors, quel souvenir garderez-vous de votre séjour en Haïti? Est-ce que Mme Elisabeth Breton de Lègue aura effectué des visites en Haïti après? Pas à titre d'ambassadeur, mais bon, personnel. Vous savez, on ne quitte pas Haïti parce que c'est un pays... j'aime pas tellement le mot attachant parce que c'est plus fort. C'est quelque chose qui vous prend. Et je répète, vous avez toujours cette quête de comprendre, de savoir plus. Et c'est quelque chose qui vous prend. Bon, c'est pas de l'envoûtement, c'est pas ça, parce qu'il y a quand même le rationnel est toujours là. Donc, moi, j'ai dit que c'était un pays à la fois bouleversant, sans aucun doute. Ça fait référence à ce que je vous disais, il faut changer de lunettes. Hein, mais bouleversant parce que vous voyez ces inégalités criantes et en même temps cette dignité, cette capacité à se débrouiller. Je veux dire, toutes ces Madame Sarah là, qui tous les matins là, sont là sur le bord de la route, ces paysans qu'on voit aussi dans les champs, cette façon, parce qu'on a quand même vécu aussi cet épisode dramatique, je veux dire, du cyclone Matthew, hein, vous partez dans la zone, dans le sud des Grands Anses, et vous voyez un paysage complètement vitrifié, gris, comme si c'était Tchernobyl. Vous retournez 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, hein, et là, la nature a repris le dessus, et les gens ont repris le dessus. Je veux dire, je pense que la nature haïtienne, aussi bien au sens terre, si je puis dire, qu'au sens homme, elle est extrêmement forte. Et c'est ce qui fait que vous tenez malgré les difficultés. Donc ce pays, il est, comme je vous le dis, il est un peu obsédant, donc on ne quitte jamais Haïti. Moi, comme j'ai aussi, je l'ai dit, moi, je suis tombée, j'étais fascinée par la littérature haïtienne, donc je vais continuer, bien sûr, de lire, parce que je trouve que c'est elle qui raconte le mieux le pays, aujourd'hui, hier, et qu'il racontera demain aussi. Et puis, oui, je l'ai dit, ces plages sublimes de Côte de Fer, vides de toute personne, sans un seul bout de plastique, les petits matins, l'odeur
le goût de la mangue au petit déjeuner, etc. etc. Je veux dire, tout ça, c'est très sensuel. Hein. Vous êtes un pays très, très sensuel. Et pour profiter du soleil tropical, s'il vous était permis ou s'il vous était possible, est-ce que vous auriez acquis ou acheté une propriété moi, je suis une nomade. D'une façon générale, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de se fixer à un endroit. Voilà. Je trouve, et j'espère, je trouve que c'est le privilège de pouvoir retourner éventuellement dans les lieux qu'on a aimés, au moment où on a envie, sans avoir, comme on dit chez nous, de fil à la patte. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus en Haïti? Les clivages économiques et sociaux. Et qu'est-ce qui vous a intéressé le plus en Haïti? La complexité du pays. Qu'est-ce qui mérite d'être modifié? Vous avez une tâche très lourde. Je pense la première chose, c'est d'essayer de recréer de la confiance. Et pour recréer de la confiance, il faut, je pense, regarder et traiter la situation de la majorité de la population qui vit dans des conditions de précarité qui ne sont pas dignes, ne sont pas tolérables. Je pense qu'il faut que chacun fasse sa part, c'est-à-dire qu'il puisse avoir une redistribution de la richesse par le biais de l'impôt. Donc on n'est pas dans la générosité, on est dans des obligations qui sont liées à un devoir de citoyen. Donc il faut que cette citoyenneté reprenne. Et là, je pense que la tâche est énorme, la communauté internationale est là pour aider, mais c'est vraiment, je dirais, l'union de tous qui permettra de faire. Je pense qu'il faut lutter contre la corruption, parce que la corruption est un mal qui ronge tout. Et là aussi, je dirais, c'est une évidence. Haïti n'est pas une exception en matière de corruption, mais la corruption tue tous les efforts, si vous voulez, pour essayer de redresser les choses. Je veux dire, dès lors que vous savez qu'avec de l'argent, vous pouvez détourner la loi, vous pouvez spolier une propriété, etc., etc. Bon, ça, c'est... Et je pense, moi, que, je le répète, j'ai pas de leçon à donner, il n'y a pas de baguette magique, ça c'est très clair. Je pense que, moi, ce que je tire de mon expérience, et ce qui étaient les plus beaux moments, et l'image que je vais garder, et les gens avec qui je vais continuer de correspondre et peut-être d'aider, si vous voulez, c'est qu'il y a dans ce pays des hommes et des femmes qui continuent d'être droits dans un certain nombre de droits et droites dans un certain nombre de valeurs, qui continuent d'avoir des pratiques qui démontrent que on peut garder un niveau d'exigence pour soi-même, pour les autres, et qui avancent dans un océan de difficultés, mais qui continuent d'avancer. Moi, je me souviens d'une conversation que j'ai eue récemment avec une dame qui a monté une école et qui m'expliquait que son école qui s'adresse à des enfants défavorisés, et qui m'expliquait que maintenant ça marchait très bien à l'école primaire, mais qu'il fallait trouver les moyens pour faire le secondaire. Et elle m'expliquait que toute une série de contraintes énormes. Et moi j'ai dit, ça va être très compliqué, je vois pas ce que vous allez pouvoir faire. Et elle a eu cette phrase merveilleuse. Elle me dit, oui, c'est compliqué, mais on va y arriver. Bon, ça, je trouve que ça, alors là, quand vous partez, vous dites chapeau. Et des gens comme ça, des hommes et des femmes, il y en a beaucoup en Haïti. Voilà. Et donc, je répète que ça, je veux dire, il faut capitaliser, je veux dire, sur cette richesse humaine. Je crois beaucoup au réseau, à la mise en réseau, à la fédération des bonnes volontés. Et je pense que c'est une façon d'avancer. C'est une façon d'avancer. Et donc, si c'est possible, si ces gens peuvent le faire, je veux dire, les autres peuvent le faire également.
Et je crois qu'il y a des choses très modestes. Moi, je crois que le changement, ça commence par l'exemple. Par l'exemple à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau. Je veux dire, quand vous avez l'exemple, nous le savons tous, hein, si vous voulez, votre discours ne sera pas écouté ou n'éveillera pas la confiance si votre pratique ne va pas avec votre discours. C'est un principe de base, hein, on apprend en phase, ça ne s'apprend pas. Je veux dire, donc je ne pars pas du tout pessimiste. Je crois que vous avez eu un choc et que de ce choc peut naître cette capacité à se ressaisir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe. Donc ne commençons pas par dire ça ne va pas marcher, c'est pas possible, etc. Non, ça peut marcher si justement on surmonte les clivages, si on laisse un peu de côté les intérêts privés au profit d'un intérêt général, parce que le développement d'Haïti, c'est faire en sorte qu'il y ait de la croissance supérieure à la croissance démographique, hein, et qu'on arrive à créer de la richesse. Et quand vous faites grossir un gâteau, si vous voulez, vous pouvez être plus nombreux à le manger sans qu'on vous prenne une partie de votre part. C'est ça la croissance. La croissance, c'est pas prendre à X pour donner à Y. La croissance, c'est faire gonfler votre gâteau et que vous puissiez en donner à plus, et par conséquent, à partir de là, susciter l'appétit, et ça appellera d'autres gâteaux. Je crois que c'est ça aussi qui est le message, qui est ce que le secteur économique comprend d'ailleurs à conscience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans un système clos, d'autant plus que vous êtes dans un monde mondialisé. Voilà. Merci Madame l'ambassadeur. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Merci Wendel, ça a été très stimulant d'échanger avec vous. Et puis je vous dis au revoir, je veux dire en rappelant que Haïti reste là. Et vous dites au revoir aussi à Haïti. Je dis au revoir à Haïti. Voilà, merci encore une fois Madame l'ambassadeur. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur de France en Haïti, Madame Elisabeth Beton-Delègue. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola, n'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations.